Bonjour à tous, je vais vous parler des collecteurs d'âme. Je vais aussi vous parler de l'âme. L'âme, c'est le vivant et l'esprit, c'est le mental. Il ne faut pas confondre les deux. L'âme, c'est le vivant, l'esprit, c'est le mental. Le vivant dans l'idée d'un être animé comme l'homme, comme les humains, les animaux et même la flore. Dans le sens où il y a une évolution, il y a une croissance, l'idée de germination aussi, et d'évolution fractale. L'âme est unique comme l'empreinte de la main. Hein. Et l'âme est rattachée à vous par un cordon invisible, un cordon style cordon ombilical. L'âme n'est pas à l'intérieur de vous, il est vraiment à l'extérieur, au-dessus de vous. Au fur et à mesure, il se vivifie au fil du temps, des expériences de la vie, de votre évolution et de votre maturité, de votre manière d'aborder les choses de la vie et votre sagesse. Donc l'âme, au fur et à mesure de votre évolution, il se construit, il se fortifie. L'âme est un marqueur de la conscience. Elle évolue à chaque prise de conscience. Ce n'est pas une énergie. L'âme n'est pas du tout une énergie. Je vous ai parlé la dernière fois de l'étincelle. À chaque prise de conscience, vous allumez, vous avez votre étincelle. Au bout, il y a une flamme. Cette flamme, c'est cette lumière. Chaque prise de conscience, c'est une lumière qui s'allume. D'accord? Vous avez cette flamme, vous avez cette lumière qui vous interpelle, qui vous appelle. Cette prise de conscience, à force d'étincelle, qui devient une flamme, c'est comme un palier que vous montez. Vous montez le palier de la conscience. Vous vous élevez en conscience. Ça s'appelle la syndérèse. La prise de conscience qui est cette lumière qui vient subitement, qui est aussi une qualité naturelle de l'humain. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont innées, c'est comme ça, c'est comme un logiciel gravé exprès pour que cette prise de conscience puisse venir à des moments précis et à force d'étincelles que cette étincelle puisse donner la flamme et vous donner cette lumière qui est très importante, qui permet de voir votre étape d'évolution. Je ne parle pas d'évolution spirituelle, je parle de l'évolution, votre maturité, la façon de vous aller voir les choses et percevoir les choses et comprendre les choses qui sont devant vous et autour de vous et à l'intérieur de vous. Et l'essentiel dans tout ça, c'est vous comprendre vous et de vous connaître vous. Cette étincelle, elle est là pour vous alarmer. Même malgré la souffrance, elle est là pour vous alarmer. L'étincelle, elle est là pour vous donner l'alerte sur quelque chose afin de pouvoir pointer le problème et prendre des distances. Il y a une souffrance, mais derrière tout ça, il y a autre chose. Il faut chercher à comprendre ce qui se passe autour de vous, en vous. C'est très important. En ce qui concerne la flamme qui arrive à la prise de conscience, faut bien comprendre, c'est à force de répétition sur des échecs, la souffrance, les rencontres avec les manipulateurs, les pervers, les narcissiques, les rencontres avec les portails organiques, l'entourage qui est autour de vous, vous sentez qu'il y a un dysfonctionnement, surtout que vous êtes isolé par rapport à ce monde qui est autour de vous, et ce cercle qui est déstabilisant, hein. On va dire ça comme ça, il est déstabilisant. À force de répétition, il y a l'étincelle qui est là. Tant qu'il n'y a pas la flamme, il n'y a pas de prise de conscience. Ça, il faut bien se le dire. Il n'y a pas du tout de prise de conscience parce que vous restez figé, vous répétez toujours, vous êtes dans la répétition, comme ce système de répétition. Donc, pour en revenir sur le sujet de l'âme, hein, des âmes,
dire, c'est tant que vous n'avez pas cette prise de conscience, vous ne nourrissez pas votre âme, parce que votre âme a besoin de cette nourriture, d'accord, pour pouvoir s'élever. C'est votre âme que vous aidez à élever, c'est pas vous qui élevez, d'accord. Et ça, on va tout faire pour vous l'empêcher, que ça se produise en vous, parce que ce genre de choses se produit en vous, vous ne le savez pas, mais il y a certaines personnes autour de vous, hein, ces cas de figure que j'ai cités, qui sont là pour détruire cette fonction en vous. D'accord? C'est une fonction que vous avez, qui est naturelle et qui est en vous. Donc, s'élever pour pouvoir nourrir cette âme qui a besoin de cette nourriture, hein, parce que vous nourrissez cette âme, c'est vous seul qui avez le droit de nourrir cette âme. Parce que c'est très dangereux, comme je vous ai dit, de dire qu'on est connecté à une âme, j'ai une âme sœur. C'est très dangereux de se dire ça dans ce cas de figure. Il faut bien comprendre que votre âme, elle est unique. Donc vous n'avez pas à la partager, à être connecté à une autre âme. C'est pas possible, vous ne connaissez pas les autres âmes. Votre âme, vous êtes en train de la nourrir et de la protéger. Donc ne vendez pas votre âme sur une autre âme. Il y a aussi un point important concernant les portails organiques, hein, comme j'ai parlé dans la précédente vidéo. Le portail organique, il a une conscience, son âme, elle est errante. Son âme, elle navigue, elle ne sait plus, elle se détache, elle se rattache, elle est comme ça, en permanence. C'est pour ça que c'est trompeur avec les portails organiques et les manipulateurs pervers narcissiques, c'est qu'ils ont exactement le même mode de fonctionnement, seulement il y en a un, le portail organique, qui considère l'amour, qui sait ce que c'est l'amour. C'est le seul élément trompeur. Le portail organique, il va vous aimer, vous respecter, il va être aux petits soins avec vous, il va même se raccrocher à vous, hein, et à votre âme, parce que son âme, elle est constamment errante, quoi. Il n'a pas la possibilité, il n'a pas cette fonction où elle est stable, où il pourra la nourrir comme vous pouvez nourrir de connaissance votre âme. Il n'a pas cette possibilité. C'est pour ça qu'il est dans cette fonction. Il ne faut pas les comparer à vous et à votre âme, ni raccorder à votre âme, c'est surtout ça, parce que c'est vraiment trompeur. C'est pour ça que beaucoup de personnes s'y perdent dans ce genre de personnalité qu'il y a autour de nous. Je parle du portail organique, parce qu'ils sont aussi nombreux que les MIPN, mais ils sont bien là, ils sont bien présents, et ils se raccrochent à cette chose qui est l'amour, et vous tombez dans ce piège-là. Donc, votre âme, plus il y a cette prise de conscience, plus vous la nourrissez. D'accord? Vous êtes lié à votre âme. Vous êtes en lien avec votre âme et pas celui de votre ami ou une connaissance ou de la famille. Votre âme est unique. D'accord? Et ça, vous l'entretenez au fur et à mesure du temps, de la prise de conscience. Vous l'entretenez, vous la nourrissez, vous essayez de mieux vous comprendre, de chercher ce qu'il y a autour de vous et à l'intérieur de vous, et comment ça résonne. C'est très important. Comment ça résonne, ce qu'il y a à l'intérieur de vous et autour de vous. Cette âme que vous avez en vous, qu'on veut détruire et que vous ne percevez pas, beaucoup disent que c'est l'aura, c'est lumineux, on voit cette lumière, c'est l'aura. Non, c'est pas l'aura qu'on voit, c'est l'âme. Faut pas confondre, parce que cette lumière qu'on voit, il n'y a pas de lumière, c'est pas une énergie. L'âme n'est pas une énergie, je le répète encore. Donc, ce que vous percevez, c'est l'âme de la personne. Il y a une lecture de l'âme, d'accord, qui est là. Vous ne voyez pas votre âme, mais les autres la lisent. Comme vous pouvez lire les âmes des autres, s'il y en a. D'accord? On rentre dans ce cadre-là. Mais l'âme n'est pas une énergie, n'est pas une lumière. D'accord? L'aura, ce qu'on vous dit autour de l'aura, c'est pas l'aura, c'est l'âme, c'est votre âme qui est là, qui est présente. On parle de votre identité, de votre âme, comme de l'empreinte. C'est quelque chose qui est présent. Élément subtil aussi, et invisible, hein.
d'accord? L'empreinte, le marquage, tout ce qui est échec, tout ce qui est déception, souffrance, mal-être, tout ce qui est, toutes ces choses-là, ces éléments qui se répètent dans votre vie, je vous ai dit, c'est dans votre âme. Ça, c'est ce qui a en majorité. Cette fonction est très très difficile à cerner et puis à se dire oui, mon âme est là, il faut que je fasse attention. Machin. Il y a une gymnastique à faire à ce niveau-là, c'est sûr, une prise de conscience aussi que votre être est raccordé à votre âme et vous devez la nourrir. Et en la nourrissant, c'est cette prise de conscience qui fait que ça nourrit votre âme, vous alimentez votre âme, vous grandissez, vous vous élevez. C'est pas vous hein, qui vous élevez, je le répète encore une fois, c'est votre âme, c'est autre chose. Et tout le monde, c'est les gens qui sont autour de vous, qui ont besoin de cette nourriture de votre âme, qui essayent de vous détruire, de vous déstabiliser, de vous mettre en souffrance, qui vous mettent en souffrance et qui dysfonctionnent par rapport à vous, ces gens-là le voient. S'ils sont autour de vous, il y en a autant autour de vous, c'est parce que eux, ils le voient. Vous, vous ne voyez pas, mais eux, ils le voient, ils le détectent. Qu'est-ce que c'est la nourriture de l'âme? Je parle de nourriture de l'âme, la nourriture, c'est le savoir, c'est la connaissance. La nourriture, c'est ça. Votre âme a besoin de s'alimenter à ce niveau-là. C'est de l'amour, la connaissance et le savoir. L'amour avant tout. L'amour que vous avez pour vous, principalement, que vous avez pour vous et non pas pour les autres. C'est d'abord vous. C'est vous en premier, vous êtes votre priorité avant tout. Donc, il y a l'amour, le savoir et la connaissance, c'est-à-dire se nourrir de choses autres que ce qu'on vous a inculqué, on vous a dit, vous avez entendu, que vous avez appris durant votre vie. C'est autre chose que ça, c'est chercher par vous-même ce qui vous rattache à ce monde, c'est-à-dire essayer de voir au plus vaste, de partir à zéro, de dire je ne comprends pas, je veux savoir, donc je vais chercher. Et en cherchant des choses, en vous renseignant, en allant vers autre chose, vers un autre palier, vous allez ouvrir des champs, votre champ visuel il sera beaucoup plus large, vous allez comprendre comment fonctionne ce monde, comment vous fonctionnez, comment fonctionnent les autres, votre entourage. Parce que vous êtes le centre, hein, vous n'êtes pas je veux dire, vous n'êtes pas mélangé à cet égrégore, on va dire, et puis à ces mouvements qui sont... non, vous n'êtes pas... Non, vous êtes centré sur vous-même. Hein, vous n'êtes pas centré dans l'environnement, c'est que vous êtes centré sur vous-même. Ne pensez pas au environnement, d'accord, quand vous vous centrez. Donc, comment nourrir l'âme? Voilà, il y a trois choses qui sont principales, c'est l'amour, le savoir, la connaissance. Plus vous allez nourrir votre âme d'amour, de savoir et de connaissance, plus vous allez nourrir votre âme d'amour, de savoir et de connaissance, vous allez multiplier, vous allez développer votre intuition, vous allez développer votre clairvoyance, vous allez développer votre clairaudience. Tous ces éléments vont être développés au fur et à mesure que vous nourrissiez votre âme. C'est pour ça que je vous ai dit que votre âme a besoin d'être nourrie. Et c'est de cette manière que vous allez nourrir votre âme. Il faut vraiment entretenir ce truc, bien l'ancrer en vous, l'amour, le savoir, la connaissance. Dans ce monde, vous êtes obligé de passer par ces paliers-là. À présent, je vais vous parler des collecteurs, ceux qui font la collecte des âmes. Alors,
ceux qui font la collecte de ces âmes, ce sont toutes ces entités qui sont autour de nous. Hein. Je dis entités, vous savez, comme je vous ai expliqué, c'est tous ces pervers, manipulateurs, narcissiques, ces portails organiques, ces entités sans âme, et qui n'ont pas de conscience, hein, certains. Parce que je vous ai dit, il y a plusieurs, dans cette deuxième humanité, il y a plusieurs identités, hein. Il y a plusieurs entités. Donc, pour en venir aux collecteurs d'âmes, hein, ces collecteurs d'âmes travaillent en chaîne, d'accord? Ils travaillent en chaîne. Ils ne sont pas forcément présents. Hein, ils savent, ils vous connaissent, ils ne sont pas forcément face à vous, ils sont peut-être à distance aussi, je dis peut-être, mais à distance, ils travaillent aussi à distance et ils travaillent aussi proche de vous, c'est-à-dire quand ils sont avec vous. Donc il y a ces collecteurs d'âmes, ils ont une mission, c'est de vous détruire. Ces collecteurs d'âmes sont des programmes, d'accord? Je vous ai dit, ces types d'entités ont un programme. Ils ont un programme, c'est celui de vous détruire. Ils ont une mission, c'est la destruction. C'est en eux, c'est comme ça. Même s'ils ne le savent pas, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Hein. Je vous ai dit, il y a la barrière de la chair qui nous empêche de voir qui ils sont vraiment. Eux ne savent pas qui ils sont, mais ils sont programmés de cette manière-là. Donc ils ont une mission, c'est celui de vous détruire et de détruire ce qu'il y a de plus vivant qu'eux. Parce que eux ne sont pas vivants comme vous. Vous avez une âme, conscience et âme. Vous êtes dans le vivant. Eux, ils n'ont pas ce truc-là. Ces différentes personnalités de la deuxième humanité. Ils n'ont pas ce que vous avez, vous, dans votre entièreté de l'être, que vous êtes, que vous représentez. C'est pour ça qu'ils ont ce truc de destruction. Ils voient cette lecture, ils veulent la détruire. Votre âme, ils la voient, ils veulent la détruire. Mais il ne va pas détruire votre âme, il va vous détruire. C'est-à-dire qu'il va vous toucher, il va vous marquer, il va vous emprunter, il va vous mettre une empreinte sur vous. D'accord? Et au fil du temps, il y aura plusieurs rencontres de ce type-là, différents types de personnalités autour de vous. Comme je vous ai dit, ces choses-là se répètent autour de vous. On ne le voit pas, on ne le perçoit pas tout de suite parce qu'on ne connaît pas et parce qu'on n'a pas suffisamment de connaissances pour pouvoir se dire ce type de personne ou c'est un tel ou c'est une entité ou c'est un pervers ou c'est un portail organique. On n'a pas assez de connaissances. Donc à partir de là, plus vous ouvrez ce champ de connaissances, de savoir et d'amour en vous, vous allez fortifier votre âme et le combat, c'est pas un combat, mais c'est c'est une toute autre personnalité que vous développez chez vous. D'accord? Le pervers, il le lit, ça. Le portail, il le lit aussi. Hein. Toutes ces entités qui sont là, ils le lisent, ils savent lire ça. Vous ne savez pas lire parce qu'on n'a pas la connaissance. Je le répète, on n'a pas la connaissance suffisante pour pouvoir le détecter, on n'a pas appris. Eux, ils ont ce truc qui est programmé dans leur être. Donc, ces collecteurs d'âmes travaillent en chaîne. Hein. Quand je dis en chaîne, ils ne travaillent pas en groupe sur vous, ils travaillent en chaîne. C'est-à-dire que vous allez avoir dans votre vie un pervers narcissique, un compagnon, un autre, un ami portail organique, et vous allez avoir un membre de votre famille pervers ou manipulateur,
Ils travaillent en chaîne, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas du tout en groupe. Ils ne peuvent pas travailler en groupe, ils travaillent en chaîne. Ils sont en groupe dans le phénomène, mais ils ne travaillent pas en groupe. Ils travaillent en chaîne. Vous allez rencontrer vous allez rencontrer ce genre de personnage. Vous avez rencontré ce genre de personnage. Vous avez bien remarqué que il n'y a pas deux pervers narcissiques en face de vous dans votre vie, dans votre entourage. Vous allez déceler le premier pervers narcissique sans savoir que votre ami ou votre compagnon ou votre collègue est une pervers narcissique. Parce que vous êtes tellement centré sur ce phénomène qui est devant vous que le reste autour de vous, vous ne voyez pas qui ils sont. Mais ils sont dans la même cellule. D'accord? Les collecteurs d'âmes, ce sont ces mêmes personnages. Hein, ces personnages que je vous ai décrits tout à l'heure. Les collecteurs d'âmes sont des personnalités diverses, d'accord. Ils ne sont pas tous ressemblants. On s'y perd quand on est face à eux, on s'y perd. Voilà. Mais ils sont présents autour de vous, en chaîne. Hein, ils travaillent en chaîne, mais c'est une cellule qui est autour de vous. Donc, il faut bien faire cette différence sur le collecteur d'âme. Le collecteur d'âme, il peut arriver aussi de nulle part. Hein. Ça peut être quelqu'un de très bienveillant, mais vous voyez que dans le fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le fond, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'honnêteté. Hein. Il y a l'amour, il y a la compréhension, mais il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de vérité chez ces personnes-là. Là aussi, ça rentre dans le même cadre que le collecteur d'âme. Le collecteur d'âme, il peut, voilà, ça peut être un membre de votre famille. Vous ne le voyez très très peu, et puis du jour au lendemain, vous allez le voir à un enterrement. Voilà, collecteur d'âme. Hein, du vivant, il ne va pas voir cette personne, mais à l'enterrement, il va être présent. Voilà, pour moi, c'est un collecteur d'âme. C'est aussi un ami bienveillant qui veut vous faire du bien, hein, qui semble agréable, attentionné, sérieux. Ça peut être un compagnon, ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, ça peut être un commerçant. C'est n'importe qui. Le collecteur d'âme, il est face à vous, mais vous ne savez pas qui c'est. Le collecteur d'âme, il va tout faire pour vous faire flancher. Hein. Mais ça sera fait finement, mais vraiment finement. C'est après, mais longtemps après, que vous allez vous rendre compte de quelque chose qui n'allait pas, que vous n'avez pas compris dans son comportement. C'est vraiment longtemps après que vous allez commencer à vous dire, mais il y a quelque chose qui s'est passé que je n'ai pas saisi, quoi. Et pourquoi il a eu cette réaction? Pourquoi il a dit ça à tel moment? Pourquoi il m'a fait changer d'avis alors que j'étais en train de vraiment de suivre mon chemin et d'aller sur ce chemin-là. Donc il y a tous ces personnalités qui sont là, qu'on n'arrive pas du tout à discerner. On n'arrive pas à les discerner pour la seule raison que, je vous le répète encore, c'est parce qu'il y a la barrière de la chair, quoi. C'est parce que vous avez un humain en face de vous, quoi, de chair humaine, un être de chair humaine. Mais à partir de là, vous êtes en train de vous dire, de vous projeter, de vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Vous mettez en avant la culpabilité, le doute, alors que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui se passe autre que ça, qui est complètement à l'opposé de ce que vous pouvez penser, parce que émotionnellement, lui, il vous attaque. Hein. Il va vous toucher, il va vous faire remonter des émotions, des mal-être, des malaises, et ça va vous freiner dans la réflexion. Il n'a qu'un seul but, hein, le collecteur d'âme, hein, c'est de prendre ce qu'il y a de plus cher en vous, parce qu'il n'a pas ce côté vivant que vous avez, quoi. Il n'a pas le vivant qu'il veut avoir à tout prix. Ce collecteur d'âme, il est partout. Il est partout, il peut surgir de n'importe où, il peut être, je vous ai dit, un ami, un compagnon, une amie, un collègue,
Voilà, c'est vraiment, je veux dire, même un membre de la famille, hein. On se dit non, pas la famille, et tout ça, parce que c'est sacré. Oui, la famille, elle est sacrée, mais il faut aussi comprendre que si vous vivez dans une famille dysfonctionnelle, ils ont tous un rôle dans cette famille. Chaque membre a un rôle propre sur vous. C'est ça que vous n'avez pas compris. Le collecteur d'âme, son objectif, c'est de vous marquer, de vous mettre une empreinte sur vous, une empreinte qui est peut-être aussi un trauma. Donc son objectif, euh, c'est sa priorité, d'accord? C'est sa fonction. Donc c'est de vous marquer, de vous mettre une empreinte, de toucher votre âme. Mais vous, vous êtes blessé par rapport à ça. Donc il faut faire la distinction, c'est votre âme qu'il veut toucher, d'accord? Vous, vous êtes le protecteur de votre âme. Si vous avez compris euh, que vous avez affaire à ce genre de personnage autour de vous, à partir de là, vous protégez votre âme. Et vous allez voir que plus ça sera comme ça, et plus vous aurez ce genre de personnage, vous verrez plus clair autour de vous qu'il y a pas mal de gens, de ces personnalités qui sont là bien présentes, qui veulent nuire et détruire l'humain et l'humanité. Ils ne sont pas là comme ça gratuitement, hein. Ils n'aiment pas du tout, ils n'aiment pas du tout que vous protégez votre âme, que vous avez compris qu'il fallait la nourrir. Ils n'aiment pas du tout ça parce qu'ils vont tout, je vais vous dire, ils vont tout faire pour que votre âme ne s'élève pas, parce que c'est votre âme qui vous allez aider à se lever, à élever. Et dans cette, on va dire, matrice artificielle, une âme qui s'élève, c'est pas bon, quoi. Ça crée vraiment un gros bug dans la matrice. C'est-à-dire que ça résonne sur les autres âmes qui sont endormies. Hein, il y a des âmes qui sont endormies, qui n'ont pas encore ce truc de conscience, qui n'ont pas encore su élever, passer à autre chose et voir au-delà de ce qu'ils voient, hein, dans cette réalité matricielle. Donc, euh, les collecteurs d'âmes, c'est vraiment, ce truc de marquer et de collecter les âmes. Pour eux, c'est le trophée. C'est voilà, plus ils marquent d'âmes, plus ils ont une espèce de trophée en eux, une espèce d'assurance, hein, parce que c'est comme ça qu'ils s'enrichissent et c'est comme ça qu'ils se nourrissent aussi à travers ça, hein. C'est de marquer le plus d'âmes possible et de mettre une empreinte le plus possible autour d'eux ou sur vous ou sur quelqu'un. Vous savez, vous pouvez voir aussi une personne, un entourage qui est blessé par une relation ou par un lien, je veux dire, de travail ou par une personne, hein, qui est blessé. Vous pouvez le voir et ressentir ce truc-là où vous sentez qu'il a pris quelque chose, il a marqué son âme, quoi. Parce que la personne, elle reste dans ce trauma, elle ne va pas au-delà, elle n'a pas cette vision large des choses, et elle n'a pas assez de connaissances et assez d'assurance pour pouvoir se dire non, non, parce que là, ils veulent prendre quelque chose de plus cher à moi, c'est ça, quoi. Un exemple tout bête, hein, le collecteur d'âme aussi, ça peut être celui à qui vous allez prêter de l'argent. Un exemple tout bête, hein, qui va prendre du temps, mais du temps à vous le rendre, quoi. Du temps, c'est-à-dire que vous serez obligé de courir après, de le harceler, et encore, ça va prendre du temps, mais un temps énorme. Ça va vous prendre une énergie folle. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe parce qu'il est en train de jouer avec vous, avec votre âme, avant tout, parce qu'il vous blesse, il vous maltraite, il vous fait perdre du temps alors que vous avez autre chose à faire et vous avez d'autres choses à payer, hein, par exemple aussi, vous avez aussi un projet, hein, de partir en voyage où vous avez besoin de cet argent, comme n'importe qui. Mais vous perdez du temps à courir après cette personne parce que ben, vous avez besoin de votre argent. Oui, c'est normal, tout à fait normal. Mais c'est le collecteur là, qui est en face de vous, il ne voit pas ça comme ça. Il vous a demandé cet argent, vous lui avez prêté gentiment, dans l'espoir qu'il vous le rende dès que possible, mais lui, c'est pas ça. Lui, il a élaboré ce plan-là pour collecter votre âme, pour marquer votre âme.
C'est vraiment ce cas de figure, c'est le cas de figure de ces personnalités que je vous ai décrites tout à l'heure, hein. Voilà, c'est vraiment une particularité qu'ils ont, eux, chez eux, c'est ce truc-là, quoi. Ce truc qui est déstabilisant, qui est très petit, qui est finement fait de façon à, à vous déstabiliser, à vous mettre le doute, à vous culpabiliser, à vous blesser en même temps, et puis à pas comprendre, quoi, faire perdre du temps, de l'argent, du temps et votre énergie, quoi. C'est ça. Il y a tous ces, ces marquages qui sont là et qui vous blessent. Et si vous ne protégez pas de connaissances, de savoir et d'amour, vraiment, ce genre de choses, vous ne verrez pas. Parce que vous dites, oui, ça arrive, c'est normal, il prend son temps parce que, voilà, il ne peut pas tout de suite, il a aussi des choses à payer. Non, mais vous ne pensez pas à vous, là, vous pensez à lui, là. Lui, c'est tout ce qu'il veut, hein. Et ça, il l'obtient grâce à vous, parce que vous pensez dans son sens à lui. Exemple tout bête encore, hein, voilà, il y a des collections, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, et faire le lien et vous allez comprendre aussi ce mécanisme, hein, ce programme qui est là pour nuire à l'humain et l'humanité, quoi. Il y a un autre exemple, c'est celui qui va vous faire un cadeau. Voilà. Le cadeau qu'il va vous faire, c'est pas du tout, mais il ne vous correspond pas du tout. On a l'impression que cette personne, elle vous connaît pas, quoi. Encore une personne qui vous connaît pas, qui vous offre ce genre de cadeau, vous allez dire, bon, ben, elle vous connaît pas, bon, vous la connaissez pas non plus, donc bon, voilà. Vous mettez de côté, ou vous le donnez à quelqu'un d'autre, ou bon, vous faites ce que vous voulez avec. Mais quelqu'un qui vous connaît depuis des années et des années vous fait un cadeau, une faute de goût comme ça, mais c'est trop fort. Dans ce cas-là, là, vous pouvez vous dire, non, il y a quelque chose qui se passe là. Soit il est en train de jouer, ou il est en train de cacher sa véritable identité, ou soit c'est vraiment, vraiment quelqu'un d'autre que j'ai en face de moi. Et cette personne d'autre que vous avez en face de vous n'est pas la personne que vous pensez, quoi. Un ami, ou, je veux dire, ou un compagnon, ou un membre de la famille. La faute de goût, c'est vraiment un élément, je veux dire, quelqu'un qui vous connaît depuis longtemps et qui vous offre ce genre de cadeau, ou un cadeau qui ne correspond pas, hein. Il est gentil, vous allez dire, oui, c'est le geste qui compte. Oui, non, le geste qui compte, oui, mais ce geste-là qui compte, oui. Mais regarde bien le geste qu'il t'a fait, quoi. Regarde bien l'objet qu'il t'a offert, est-ce qu'il te correspond? Est-ce que cette personne te connaît réellement? N'oubliez pas surtout, hein, on vit dans un monde de dualité. Pour moi, ce n'est pas un monde de dualité, c'est deux mondes complètement différents, deux mondes à l'opposé, l'un et l'autre. Un monde, c'est deux humanités, c'est deux humanités différentes, et cette deuxième humanité a différents types d'entités, quoi, complètement différentes. Ce monde de dualité, là, pour moi, il n'existe pas, c'est deux mondes différents imbriqués, quoi, c'est tout. Voilà. C'est pas un monde avec deux types d'humanité, avec des humanités semblables, quoi. Non, non, il y a vraiment deux mondes différents. Ces deux mondes différents, imbriqués l'un sur l'autre, dans une matrice artificielle. Il faut que ce soit clair là, hein. D'accord, c'est bien dans une matrice artificielle. Ce monde-là où on est, c'est deux mondes différents, imbriqués l'un sur l'autre dans la matrice artificielle. Là, dans cette matrice artificielle où constamment nous sommes sollicités, où il y a l'esprit de compétition, l'esprit de combativité, la jalousie, l'envie, l'esprit de manipulation, le mensonge, autour de nous, c'est la perversion, et puis la violence, et puis la division. Il y a aussi les émotions et les sens, les cinq sens sont mis constamment à l'épreuve, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. H24, vous êtes mis à l'épreuve. Autour de vous, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je vous ai dit, la collecte des âmes, elle n'est pas là pour rien.
Il y a des petits détails comme ça, on ne fait pas attention devant nous, ce qui se passe autour de nous et sur nous, en nous. Hein. On ne fait pas du tout attention, on pense que c'est un quotidien, c'est comme ça, et puis on laisse passer, c'est des choses qui se répètent dans la vie et qui se répètent constamment, qui font mal, et puis vous ne faites pas attention à tout ça parce que vous dites que c'est la vie, mais on ne peut pas dire tout le temps que c'est la vie, parce que la vie, là, cette vie-là, comme vous le ressentez, n'est pas d'origine naturelle. D'accord? C'est pas quelque chose, c'est pas une énergie productive, c'est une énergie destructive. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Tout à l'heure, j'ai parlé du collecteur d'âme qui travaille aussi à distance. Quand je dis distance, c'est-à-dire c'est loin de vous, il n'est pas devant vous. Je dis à distance pour bien vous situer à quel niveau. C'est au moment où il vous a fait mal, qu'il n'est plus devant vous, le mal est toujours constant. D'accord? Donc il travaille encore sur vous. C'est-à-dire que le collecteur d'âme est toujours sur vous. Il y a toujours cette emprise sur vous parce qu'il vous a marqué, parce que vous faites vivre ce malaise et dans ce cas-là, vous le vivifiez. Il est toujours là, présent, même s'il n'est pas présent physiquement. Il est présent avec vous parce qu'il vous a marqué. Vous n'avez pas fait ce travail pour passer au-delà et faire cette coupure et voir plus loin que ça et prendre des distances et des décisions vis-à-vis de cette personne hein, qui vous a fait subir cette petite souffrance, ce petit choc émotionnel. Donc vous n'avez pas assez de recul, mais c'est bien là, il est à distance, mais il est là, il est avec vous. Il vous a marqué, il est encore avec vous, à distance. Un autre exemple, hein, si ça peut aider à comprendre ce mécanisme, cette fonction dans ce programme, dans ce type de personnalité programmée. Un autre exemple, c'est l'aide. Hein. Vous avez besoin d'aide pour un déménagement, pour des travaux, ou je ne sais pas, pour faire quelque chose de très précis. Il sera présent pour vous aider. Il sera présent pour vous aider, il sera même content que vous le sollicitez et il viendra, mais vous allez voir que durant ce temps où il va vous porter de l'aide, il va vous faire perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Vos travaux ne vont pas vraiment avancer. Ils vont avancer en parcimonie, mais c'est tout. Ils ne vont pas vraiment avancer. Ou sinon, ils vont avancer, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui ne vont pas parce qu'il vous a aidé, mais d'un côté, il vous a cassé des choses ou il a mal fait des choses, donc vous êtes obligé de tout recommencer ou acheter encore du matériel. Vous voyez ce mécanisme qui est là, vous êtes là en train de mettre des pansements parce que vous dites, bon, c'est rien, c'est comme ça, il est maladroit ou il est mal intentionné. Je veux dire, il ne fait pas attention, il est distrait, il est tête en l'air. Non, 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 non. Il y a des choses comme ça qui sont... on met des pansements comme ça, bêtement, et on se dit, bah, c'est rien, c'est comme ça. Mais vous ne vous rendez pas compte que derrière tout ça, quand il a dit oui pour pouvoir vous aider, lui, dans sa fonction, l'aide, il ne connaît pas. L'aide, il ne sait pas du tout ce que c'est, quoi. Ou sinon, ce qu'il va faire pour vous aider, vous allez faire les travaux, il va faire les travaux avec vous, mais d'un autre côté, il va vous demander quelque chose, une contrepartie. Mais il va vous prendre beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Vous allez perdre beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, et il n'y aura pas vraiment le résultat que vous attendez vis-à-vis de ça. Et en fin de compte, vous allez dire, bah, j'aurais mieux fait faire les choses tout seul, j'aurais peut-être pu avancer plus vite et dépenser beaucoup moins d'argent. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Et le collecteur d'âme, c'est vraiment ce côté-là où on ne comprend pas comment il peut être aussi présent, quoi, et puis ne pas correspondre qui ne correspond pas du tout à l'image que vous faisiez de lui, quoi. Vous avez quelqu'un devant vous qui vous montre une image qui est complètement différente dans l'action qu'il emploie pour faire les choses. Hein. Vous voyez qu'il y a quand même un décalage. Il y a cette présence qui est là,
cette, cette présence qui est importante pour vous, et puis vous voyez qu'il est quand même assez motivé pour être présent devant vous, vous voyez qu'il est quand même assez actif, mais derrière tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous dépensez de l'argent, de l'énergie, vous êtes en train de lui expliquer des choses qui sont hyper faciles et hyper simples, hein, qu'un enfant de 15 ans, je veux dire un ado de 15 ans pourrait comprendre et puis le faire, avec peut-être un petit peu de maladresse, mais il va comprendre. Mais lui, non, il ne va pas comprendre, il va faire les choses complètement, des choses bien, mais ça va être, vous serez obligé de passer derrière lui ou recommencer ou acheter encore d'autres choses. Et puis derrière tout ça, eh ben, vous allez lui offrir à manger, donc vous allez dépenser de l'argent parce que voilà, en contrepartie, bah, vous lui offrez le repas, mais voilà, le repas, vous l'invitez au restaurant, vous allez claquer encore une somme pas possible. Il y a tout ce truc où vous vous rendez compte que quand vous faites le calcul, ça ne va pas, ça ne colle pas parce que il n'y a pas eu d'aide, il n'y a pas eu vraiment l'aide que vous attendez. Sinon, lors d'un déménagement, ça peut être aussi pareil, hein. Il va vous faire perdre du temps, il va traîner, il va être au téléphone, il va rester 45 minutes à expliquer à sa chérie qu'il a besoin de ça, qu'il faut payer ceci et cela, alors qu'il l'a vu bien avant de vous voir. Non, ben voilà, il va vous faire perdre du temps négligemment, et puis il va mettre des cartons, il va porter les cartons les plus légers, et puis il va prendre tout son temps pour les monter. Et puis il va rester là, il va commencer à se dire, tiens, ben, j'ai faim, j'ai bien soif, je vais me chercher quelque chose à manger. Pendant 30 minutes, vous n'allez pas le voir, et puis il va revenir avec son sandwich, et puis il va manger devant vous, pendant que vous faites des allers-retours devant lui, tranquillement. Et puis après tout ça, tranquillement, il va rentrer chez lui, il va lui dire que c'était très bien, que tout s'est bien passé, alors que vous êtes fatigué parce que vous avez fait 15 fois d'aller-retour, alors que lui n'en a fait que 6. Voilà, donc voilà, le collecteur d'âme, il agit vraiment. On se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il agit comme ça, quoi? À chaque fois, c'est surprenant avec lui. C'est des surprises, c'est des inattendus. C'est je, te- je surprends et puis tu te débrouilles avec ça, quoi. Il n'y a pas d'explication à tout ça. Il ne donnera jamais d'explication parce que lui, pour lui, c'est vraiment son programme qui est constitué comme ça. Il ne peut pas donner d'explication sur son programme puisqu'il est constitué comme ça. Et vous, vous allez vous dire, ben c'est, ouais, ben, écoute, il n'était pas présent vraiment, mais voilà. Mais si, il était présent avec vous, hein, puisque il est venu pour vous aider. Mais son aide, c'est sa manière de vous aider, c'est d'être présent, c'est tout, quoi. Mais il vous a fait perdre du temps. Vous êtes fatigué, 2 fois plus fatigué que lui. Vous n'avez pas mangé, lui il a mangé, il a fait sa petite vie, alors que vous débattiez à faire le maximum pour que ça puisse euh, finir dans les temps, quoi, ne pas traîner et puis pouvoir faire autre chose et ne pas tarder pour rentrer chez vous. Le collecteur d'âme, lui, il n'a pas cette fonction. Il agit comme ça. Je vous ai dit, hein, ils agissent par chaîne, ils agissent seuls. Voilà, on a affaire à ce genre de personnalités qui sont diverses et variées et puis qui sont nuisants parce qu'ils sont toujours dans, dans, dans oui, voilà, à émettre des petits chocs, des petits malaises, des petits troubles, des doutes, mais tout ça dans la joie et dans la bonne humeur. C'est pour ça qu'on ne comprend pas comment ça se fait qu'ils puissent agir et avoir des comportements euh, euh, qui questionnent vraiment. Sinon, il va vous dire qu'il sera présent, il va venir vous aider, qu'il est motivé, que vous pouvez compter sur lui, que ça lui fait plaisir de vous apporter son aide. Mais le jour du rendez-vous pour faire quoi que ce soit, il va venir soit en retard, hein, un quart d'heure de retard, vous avez loué un camion, vous avez besoin de lui, il y a des horaires à respecter, mais lui, il va venir un quart d'heure en retard. Sinon, il ne va pas du tout venir. Et puis vous allez l'appeler, laisser des messages, il ne va pas vous répondre. Et puis le lendemain, vous allez voir, il va ressurgir comme si rien n'était. Voilà, c'est l'être mystique hein, en lui-même. Hein, voilà, vous avez ça en face de vous, vous pouvez vous poser ce genre de questions
qu'est-ce que c'est cet individu, quoi, qui il est véritablement. Le collecteur d'âme, c'est le pervers narcissique, le manipulateur, c'est le portail organique, et il peut être aussi euh, collecteur d'âme en lui-même, quoi. C'est un programme isolé. Ça peut être aussi un programme isolé. Le collecteur d'âme, il a son programme qui est fonctionnel et il a ces moments comme ça où à chaque fois il y a un petit clash, quelque chose qui vous surprend chez lui, qui est de l'ordre de voilà, du questionnement. On est toujours en train de se poser des questions. C'est je veux dire, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, hein. C'est pas une petite fréquentation légère. Non, non, c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous fréquentez, que vous connaissez très très bien depuis longtemps. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi un membre de la famille. C'est le collecteur d'âme, ça peut être aussi une femme, hein. Je ne parle pas d'homme, je parle aussi bien de la femme que de l'homme. Ils ont ce titre-là de collecteur d'âme. Ils ont cette faculté aussi de toujours de parler de choses que vous n'avez pas envie spécialement de parler, des choses qui ne sont pas très bien, je veux dire, pas bienvenues, hein, pour vous, et puis vous n'avez pas envie d'y penser. Donc ils sont là, comme ça, ils agissent de cette manière, ils parlent, ils ont ce comportement à vous réveiller des choses que vous n'avez pas envie, à susciter des émotions, voilà. Ils sont comme ça, ils comprennent pas, je veux dire, ils comprennent pas qu'ils nuisent, ils comprennent pas ce qui se passe, mais pour eux, c'est tout à fait naturel. C'est un programme, ils sont constitués, ce sont des êtres, des entités qui sont complètement différents de celles de l'humain. Sa mission aussi, c'est de vous coller une empreinte, hein. Ça fait partie de sa mission. Ce programme est missionné pour vous coller une empreinte, pour vous marquer, pour laisser une trace de sa venue, hein, de son passage. Donc voilà, j'ai fait un petit portrait pour vous parler de ce trait de caractère particulier. J'espère que la vidéo vous a plu. Là, on va passer à autre chose. Euh, on va passer sur un tableau, le portrait de la reine Élisabeth Ier, un portrait peint par Quentin Métis le Jeune en 1583. Le portrait est intéressant parce que la reine porte, je veux dire, tient un tamis. Et cet objet est quand même assez particulier. Le tamis a un symbole particulier. Mais je voudrais vous parler de ce tamis et du tableau en même temps. Donc on va commencer. Donc Élisabeth Ier, de son nom Élisabeth Tudor, dite la Reine Vierge, dernière représentante de la dynastie des Tudors. Reine galloise qui porte de sa main gauche le tamis. Le tamis comme symbolique de la chasteté et de la virginité. D'où son nom, la Reine Vierge. Donc elle porte ce tamis en l'honneur de cette Vestale, la Vestale Tuccia, qui a prouvé sa virginité, sa chasteté, en transportant le tamis rempli d'eau sans en verser une goutte au sol. Donc le tamis a ce symbole-là dans ce tableau selon les historiens. Pourquoi porte-t-elle un tamis? Pourquoi tient-elle un tamis? Une reine qui porte un tamis, ça pose question quand même, parce que le tamis, c'est un objet de triage. Je ne vois pas le lien avec la chasteté, sinon, comme selon les historiens, de prouver sa virginité et de rester chaste. Ce que je comprends. Mais le montrer comme ça, je veux dire, sur un tableau, sur une toile, le représenter de cette manière, ça ne tient pas la route. Surtout, une femme de son rang doit manifester beaucoup de pudeur dans le domaine des sentiments, de l'amour, de la sexualité.
Elle a beaucoup de réserve, elle est très pudique et a de la retenue. Donc montrer un tamis pour montrer la chasteté et la virginité, ça ne tient pas. Si elle tient un voile ou un voilage ou un tissu transparent dans la main, ça peut être possible de représenter la chasteté, c'est plus discret, c'est plus fin. D'accord, connaissant le côté puritain des Anglais et leurs coutumes, leurs représentations, ils ont ce côté qui est mis en valeur chez eux. Donc le tamis, ça a une fonction de tri, ça a une fonction de séparer le grain, de séparer le grain à livrer, comme on dit, mais ça n'a pas la fonction de prouver quoi que ce soit au niveau de la chasteté. La symbolique, elle est là. La symbolique, elle doit servir à quelque chose de plus représentatif. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Cela s'appelle un tamis. Et il y a aussi le sas, de l'ancien français saaz, de l'italien sasso, qui veut dire pierre, et du latin saxum, qui veut dire roche. Le sas, c'est un tissu serré de crin de soie monté sur un cercle de bois qui sert à passer divers liquides, la farine, le plâtre, qui sert à trier, à filtrer. Il y a aussi une clé, la clé C-L-A-I-E. C'est un panier d'osier qui vient, la clé, ça vient du gaulois clita, qui veut dire barrière, clôture, clos. Elle tient le tamis d'une main légère par son pouce et son index. Elle ne le maintient pas de sa main. C'est très léger, c'est posé comme ça. C'est juste, je montre. Cette image, elle est en premier plan du portrait. D'accord? C'est vraiment le premier plan. Ce n'est pas la reine, c'est le tamis. Et si vous regardez bien, les motifs, ils sont en forme, les motifs du fond du tamis sont en forme spirale. Ça forme une spirale. Je vais essayer d'agrandir l'image pour que vous puissiez avoir l'idée. De plus près, on voit mieux le fond du tamis et sa forme en spirale. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer, c'est l'écriture en haut. C'est marqué « Terra eten mei dimora in celta », ce qui veut dire une terre pour les humains, ma demeure étant pays celtique ou en celtique. Si vous regardez bien, le mot celte s'écrit avec un S. Initialement, il s'écrivait avec un S et non avec un C comme on le voit aujourd'hui. Et vous voyez le A qui est décalé. Celte, elle veut bien montrer qu'elle est celte avant tout. Donc on voit bien qu'il y a cette idée de séparation, de tri, de tamiser, de sélectionner. Donc elle est celte avant tout. Sa demeure est en pays celtique. Ikden, c'est de l'anglais moyen, qui veut dire tanière. Dans la meilleure traduction, ça veut dire tanière, un endroit où on se cache. Aussi, il y a un autre sens que j'ai trouvé. J'ai cherché, je voulais savoir, avoir un maximum de renseignements sur ce mot, Ikden. Et ça veut dire aussi pâturage pour les porcs, un endroit pour les porcs. Voilà, je ne sais pas si c'est porcherie, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé comme signification aussi intéressante. De l'étymologie proto-celtique qui veut dire humain ou homme, et en proto-indo-européen, degom qui veut dire terre et humain. Il y a aussi une petite faute parce qu'elle a marqué Mei di Mora et c'est Mia normalement di Mora.
ça n'a pas du tout le même sens. Donc je vais peut-être voir s'il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Un jeu de mots, hein, comme celte et celta. Je voudrais préciser deux, trois petits points concernant sa vie. Elle est née au palais de Plasencia. Ce palais a été construit en 1447 et détruit en 1669. Ce palais se trouve sur les bords de la Tamise. Donc c'est très intéressant, ça aussi, c'est un grand fleuve. Et cette reine a été retenue prisonnière avant d'être sur le trône dans le palais royal de Woodstock, dit la Loge. Son père c'est Henri VIII, roi d'Angleterre, et sa mère c'est Anne Boleyn. Elle fut décapitée sous l'ordre de son mari à la tour de Londres qui se trouve sur les rives de la Tamise. C'est la deuxième épouse du roi Henri VIII. Certains historiens émettent des doutes sur les portraits qui lui sont attribués. Là, on va passer au tableau, à la toile de la reine Élisabeth Ier avec le tamis. Donc on va décrypter la toile au mieux. Et on va commencer par des petites parties. On a fait le tamis, puis là on va faire ce globe qui est juste derrière elle. Comme vous voyez, ce tableau, il y a plusieurs parties. Il y a le premier plan, c'est-à-dire le tamis et la reine, hein, mais on voit plus le tamis, ce qui inquiète. Hein. Il y a ce deuxième plan derrière, qui est derrière la reine, pour dire que ce qui se passe devant, c'est le présent, ce qui se passe derrière, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Donc on va voir ce qui s'est passé dans le passé. C'est derrière elle. Je ne pense pas qu'elle veut pointer à travers l'image du globe, qu'elle veut pointer sa puissance. Je pense qu'elle veut plutôt signifier qu'il se passe quelque chose et qu'elle ait pris connaissance de ce qui s'est passé. Parce que cette toile, elle questionne pour la bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont passées à travers les âges et à cette période, et aussi sur sa place en tant que reine. Donc j'ai agrandi le plan pour avoir une meilleure visibilité. Si vous regardez bien, le globe ne représente pas le globe terrestre comme on a l'habitude de voir, mais plutôt des personnages et divers personnages. Et un peu plus bas, il est écrit quelque chose. Donc, je vais essayer d'agrandir l'image pour que vous ayez et éclaircir en même temps et voir le personnage comme vous voyez à l'instant. Donc, c'est écrit tutto vido et molto, ce qui veut dire tout je vois et beaucoup. Donc, dans ce qu'elle veut dire, c'est par rapport au plan, au globe, c'est et aussi à travers l'image, c'est qu'elle voit des choses et beaucoup de choses, des choses qui la dépassent. Donc c'est pour ça que c'est en arrière-plan, je veux dire dos à la reine. Et si vous voyez bien le globe là, vous avez une tête ici, d'autres têtes un peu plus bas. Ces images sont quand même surprenantes. On est au XVIe siècle. C'est assez surprenant. Ces personnages qui sont quand même divers et variés, hein, qui n'ont aucune ressemblance concernant l'époque, c'est quand même troublant. Hein. Regardez, je vais agrandir, on voit un peu mieux. Donc, qui sont ces personnages et quelle est leur histoire, la véritable histoire concernant ces personnages qui sont quand même à l'arrière de la reine. Vous voyez même sur le fond du globe cette petite image, figurine, là on ne sait pas qui c'est vraiment et ce que ça représente. Je ne peux pas agrandir un peu plus, mais c'est assez troublant. J'ai déjà éclairci et regardez sur le bas. Hein, il y a une espèce de barrière et puis il y a encore d'autres personnages qu'on ne distingue pas vraiment, mais on voit les formes de visage
Si vous mettez un petit peu au loin, vous voyez, il y a des formes de personnages qui sont quand même troublants, hein, pour l'époque. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce tableau et comme je vous ai dit, il y a des messages cachés, il y a des choses qu'il faut découvrir en cherchant et puis essayer d'expliquer au mieux et de comprendre au mieux ce que ça veut exprimer. J'ai agrandi l'image, j'ai coupé l'image, on va dire, plus, hein, pour voir le fond du tableau, le fond qui pose aussi question concernant ces colonnes, où il y a ces personnages qui font, les colonnes qui font un peu de type latin, quoi, romain. Hein. Vous avez aussi la colonne qui est du côté droit de la reine, et qui est intéressante et qui a des médaillons que nous allons découvrir au plus près pour voir si ces médaillons parlent et nous racontent des choses. Donc voici les médaillons. Vous avez ce médaillon et un personnage assis et puis celui d'en face c'est accroupi. Et à côté vous avez ces colonnes romaines ou grecques. Autre médaillon. Je vais couper les deux médaillons parce que les images elles sont intéressantes et puis elles parlent un petit peu. On ne sait pas trop ce que ça raconte, mais c'est intéressant de voir au plus près ce que ça peut révéler. Donc vous avez sur la gauche deux personnages et un chien un peu plus bas. Et sur la droite, vous avez deux femmes assises avec un personnage sur le côté debout. Et au milieu, vous avez une table ronde. Voilà le médaillon séparé de l'autre. On voit un peu plus clairement l'image, plus détaillée. On voit bien ces personnages qui sont debout, face à face, comme si c'était une rencontre. Les deux, ils sont légèrement vêtus, hein, voire presque nus. Et puis vous avez ce chien qui est devant. Et vous avez aussi sur le côté, regardez, il y a d'autres personnages qui sont là. Donc on a plutôt affaire là à une rencontre ou des retrouvailles ou voilà, de grande importance. Mais que font ces personnages sur un pilier dans un palais royal? Je sais que c'était la découverte des territoires, comme je l'ai dit, mais que font ces personnages? Est-ce que ces personnages ont un lien avec la royauté anglaise ou avec l'histoire du pays de Galles, des Saxons? Est-ce que c'est lié? Et c'est intéressant de voir ça. Voilà la deuxième image. Au début, je disais que c'était deux femmes assises, mais on voit bien que là, c'est un couple. C'est un homme et une femme. Tous les deux sont assis, tiennent dans leurs mains deux enfants. Hein. Et ce couple-là, regardez bien, c'est deux couples d'ethnies différentes. Ça se voit. Et vous voyez que l'homme sur le côté aussi, c'est une ethnie différente. Que font ces personnages sur un pilier de la maison royale? On voit plus près et on voit bien les enfants, on voit bien le couple. Ce couple-là qui est assis dans un médaillon sur un pilier de la maison royale galloise, de la maison des Tudors. En regardant cette scène, on voit que ils sont aisés. Il y a le valet, il y a cette table ronde qui a de l'amour. On voit qu'il y a une scène, ça raconte quelque chose. Cette scène, elle est parlante. Deux enfants dans les bras d'un couple d'ethnies complètement différentes sur un pilier de la maison royale des Tudors.
Dernier médaillon. Donc vous avez ces deux images qui parlent aussi, mais cette fois-ci autrement. Donc la première image n'est pas très claire, vous allez voir. Il y a de l'action, mais on ne saisit pas la scène, ce que ça peut raconter. Et l'autre médaillon, vous allez voir de plus près quand je vais faire ce découpage que cette femme est debout, toute nue, au milieu d'une scène. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà le premier médaillon. On voit très bien qu'il se passe quelque chose, qu'il y a de l'action, mais on ne comprend pas la scène. Hein. On voit qu'il y a des personnages, mais on ne comprend pas du tout ce que ça peut raconter. Donc le médaillon suivant, comme vous voyez, cette dame qui est les bras en l'air, comme si elle tenait un, je sais pas, on dirait elle tient un anneau. Elle est nue, mais ce que vous voyez, c'est qu'elle est enceinte. On a l'impression qu'elle est enceinte. Et sous ses pieds, je ne sais pas si ça représente un bûcher, des flammes, ou je ne sais pas, peut-être un être ou un animal, je ne sais pas du tout, comme si elle avait peur. Et voilà, l'image est ambiguë. Que fait cette scène dans un palais royal, encore une fois. L'image est complètement ambiguë, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de faire des découpages dans les tableaux, parce que le tableau ne se raconte pas visuellement en entier, il se raconte par découpage. C'est ça qui est intéressant et enrichissant surtout, parce qu'on fait des recherches et moi ça m'a voilà, permis de voir autre chose et de rechercher un peu cette histoire. Et vous voyez cette tête là sur le côté, cette photo, on dirait une photo parce que je vous ai dit c'est troublant. Juste sur la droite, on a l'impression que c'est un visage. Je ne sais pas à quoi ça peut ressembler, mais je ne connais pas du tout ce visage. Mais on voit que c'est un personnage quand même, c'est le portrait d'un personnage. C'est la fin des médaillons, on va passer à l'image suivante, à la partie dos à la reine Elisabeth Ier. Comme vous voyez, il y a la garde qui sont beaucoup plus hauts hein, sur cette image que ces deux personnages qui se suivent. Ces deux personnages qui se suivent m'ont interpellé pour la bonne raison, c'est que dans la devise de la reine, elle dit tutto vido molto manca. Voilà, c'était le mot qui manquait à la phrase. C'est une de ces devises. Alors, pourquoi j'appuie sur ce fait-là, manca? Parce que c'est une faute. On se demande pourquoi elle parle de manca. Ce que je comprends, d'après les recherches, Manca, ne se dit pas. Manca, c'est une région en Hispanie d'où vient le roman de Miguel Cervantes, Don Quichotte. Et ces deux personnages m'ont rappelé tout de suite Don Quichotte. Et j'ai fait un peu le lien comme ça. Je ne sais pas si ça a son importance, mais voilà, je tenais à le signifier. Surtout que le roman Don Quichotte est très connu. C'est un roman médiéval et de chevalerie sorti en 1605, ça c'est le premier chapitre, et 1615 le deuxième chapitre. Cervantes dit que le premier chapitre sont tirés des archives de la Manche. La Manche est une région, comme je vous ai dit, d'Hispanie. Don Quichotte est originaire de la Manche et se prend pour un chevalier médiéval avec son écuyer Sancho de la Panza. Et vous voyez son écuyer, au début je pensais que c'était un adolescent, mais non, c'est vraiment un homme. Quoi. Vous voyez, il est moustachu, il est quand même bien portant, il correspond tout à fait à Sancho. Regardez aussi le bouclier en médaillon du personnage de Sancho, hein. On va l'appeler comme ça. Ce visage est particulier aussi, on se demande
qu'est-ce qu'il fait là? Qui est ce personnage et qu'est-ce que ça raconte? Il y a aussi sur le fond, regardez, vous avez les gardes, et puis un peu plus bas, si vous faites bien attention, il y a deux personnages beaucoup plus petits, et vous avez un personnage avec une couronne. On a l'impression que c'est une couronne, mais regardez aussi, c'est un personnage qui est d'une ethnie différente, qui est bien présente dans le tableau. J'agrandis l'image, comme ça vous allez voir, on voit bien ce personnage, et puis le médaillon, ce portrait qu'il y a sur le médaillon, le bouclier de Sancho. Mais ce qui interpelle, c'est ce personnage au fond qui est un peu penché et on a l'impression qu'il a une couronne sur la tête. Il y a d'autres personnages, hein. À côté aussi, on n'en distingue pas très bien, mais on voit qu'il y a aussi d'autres personnages de têtes pas connues, peu troublants, des personnages troublants. Voilà, comme ce médaillon, le bouclier troublant. C'est très parlant, hein. Je vous ai dit, il y a des secrets comme ça dans les tableaux qu'il faut découvrir, essayer de comprendre, de chercher, trouver des liens et qui parlent d'eux-mêmes, hein. Voilà, un peu de loin, donc ce personnage, on le voit mieux là, hein, sur pied. Et puis on a l'impression qu'il est un peu penché, qu'il y a une personne à côté de lui qui est penchée. Hein, on voit bien qu'ils sont côte à côte et dos aux gardes, mais c'est confondu dans l'image, hein. C'est troublant, c'est ça qui est troublant, c'est confondu dans l'image. Et ils portent bien une couronne, hein. On voit bien l'image. Et puis vous voyez derrière, les gardes, il y a du monde derrière. Puis les gardes, regardez la physionomie de leur visage, c'est aussi particulier, hein. Et ils sont beaucoup, beaucoup plus grands, comme les deux gardes d'avant la scène, qui sont beaucoup, beaucoup plus grands. On a l'impression que ce sont qui font à peu près de 2 mètres comparés aux autres, quoi. Il y a une différence. Donc voilà, vous avez bien regardé. J'espère que ça vous a plu. On a fait le tour du tableau. Voilà. Élisabeth Ier, dite la Reine Vierge, de la dynastie des Tudors. Donc c'est pas le seul tableau, j'ai trouvé un deuxième tableau que voici, et elle tient le tamis, un autre tableau. Le tamis et son inscription, c'est Mei di Mora, et là c'est marqué Silla, donc je pense que c'est Silla si je regarde bien. Et puis vous avez ce globe derrière elle avec des personnages assez curieux, et puis ces têtes de serpent et un personnage à l'intérieur de la tête, et au-dessus vous avez un visage juste en dessous, et puis des portraits un peu plus haut. Donc voilà, pour vous dire que ces images, j'espère que ça vous a plu et aussi que ça vous a enrichi quelque part, que vous avez appris des choses qui sont aussi intéressantes, hein, et autrement que de la manière académique et beaucoup plus complexe. Je tenais à vous dire aussi, d'après ce tableau, quel est le lien avec Don Quichotte? C'est un petit mystère, un petit secret peut-être, caché, quelque chose de caché, quelque chose qu'on ne peut pas dévoiler. Tout part du tamis, et puis on arrive à Don Quichotte, d'un roman soi-disant fictif, mais il y a une part de vérité parce que c'est tiré d'une gazette de cette époque. Vous vous rendez compte, là on est au XVIe siècle, et toutes ces images qui sont hors contexte posent question, parce qu'on se demande d'où sortent ces personnages et comment ça se fait ces personnages apparaissent dans une toile aussi importante, aussi connue, et aussi qui a de la valeur, qui représente un personnage quand même emblématique, celui de la dynastie des Tudors.
Et surtout le pilier qui, avec ses médaillons, qui pose question. Dans un palais royal, que fait ce genre de médaillon dans un palais royal? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas savoir concernant une histoire, des choses qui ont été dissimulées concernant la véritable histoire euh, du monde, euh, de la dynastie des Tudors et de l'évolution de ce monde qui est aujourd'hui, on se pose des questions, parce que comme je vous ai dit, les choses se répètent et les choses elles sont devant nous, mais on ne les voit pas correctement et on ne se pose pas vraiment de questions. À travers l'étoile, on peut découvrir pas mal de choses et à travers l'architecture, à travers l'art visuel, vraiment, on peut découvrir des choses parce que on nous a laissé des codages, on nous a laissé des descriptions pour que ça nous interpelle, hein, et ça interpelle, mais peut-être pas suffisamment. Et je pense qu'en faisant un peu ce chemin de recherche, autrement que celui de la lecture ou du visionnage, hein, on va dire ça comme ça, à travers aussi ce qu'on a appris, hein, ce qu'on entend et ce qu'on voit, on se rend compte que il y a des choses qui sont peut-être pas trop cohérentes et qu'on a envie de chercher un peu plus loin pour avoir une meilleure vision, hein, des données. C'est pour ça que j'ai commencé à faire les recherches il y a très 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 longtemps. Mais ce qu'on peut se dire, c'est important dès qu'on a un petit doute sur des petites choses historiques, de rechercher, de voir et vraiment d'approfondir les recherches, d'aller au-delà et pas s'arrêter à une simple pensée classique, bah, c'est comme ça parce que c'est une tâche, ou c'est comme ça parce qu'il a voulu s'amuser, ou c'est comme ça. Non, il y a quelque chose derrière derrière tout ça, qui est dissimulé, qui est caché. Et c'est fait exprès parce que je pense que les personnes qui ont laissé ce genre de traces, hein, parce qu'il y en a, elles savaient très bien que euh, au fil du temps, que les choses allaient se développer et que la technologie aussi allait suivre. Ces gens-là savaient très bien ce qui allait se passer dans le futur. Ils nous ont laissé des codes, ils nous ont laissé des signaux pour le futur, pour le monde futur, pour peut-être révéler des choses et puis, euh, et puis de, tout en sachant que dans le futur, le monde du mensonge commençait à se développer et ces gens-là ont pensé au futur, à la future génération, à la future génération développée, hein, en point de vue de technologie. Je pense qu'ils étaient bien au courant de tout ça, quoi. Et je vois par rapport à ces images qu'il y a des choses qui sont quand même au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce qu'on nous parle de mythes, de mythologie, de choses invraisemblables, mais on se pose la question, il y a des mythes, où il y a des histoires, où il y a des choses qu'on bascule comme ça sans aller chercher plus loin, quoi. Donc il y a aussi cette recherche aussi point de vue mythologie à faire pour voir si c'est cohérent avec l'histoire, si les dates sont cohérentes, si les noms sont cohérents. Et voilà, il y a diverses façons de traduire une image, hein. Il y a diverses vraiment façons de traduire une image. J'ai commencé moi à faire mes recherches d'après l'histoire de Rennes-le-Château. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une histoire qui est passionnante, mais vraiment passionnante. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait des choses qui étaient complètement incohérentes. Elle est connue cette histoire, hein. Je veux dire, les gens se déplacent en France, viennent en France pour voir ce, ce lieu qui est quand même invraisemblable et assez curieux. Donc les gens se déplacent pour voir cet endroit, quoi. Donc j'ai commencé à faire mes recherches et j'ai vu que je partais sur des choses qui étaient complètement hors du commun, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà.
Euh, je continuerai à faire quelques démonstrations comme ça, de tableaux et puis d'images et puis peut-être de l'architecture, peut-être, hein, on verra. Mais ça sera plus entre le 16e, le 17e, le 18e, voire début 19e. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté beaucoup de choses. Je vous remercie encore de vos abonnements, de vos pouces, hein. Et puis je vous dis à très très bientôt pour peut-être des nouvelles images aussi intéressantes. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.